bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers membres du jury, bonsoir. À la question « À trop vouloir rentrer dans le moule, finit-on par ressembler à une tarte ?» je répondrai d'abord par les mots de Nietzsche. Ce que nous faisons n'est jamais compris et n'est toujours accueilli que par les louanges ou la critique. En effet, peu importe nos actions, viendront toujours des réprobations. Et à trop se préoccuper des autres, de ceux qui nous considèrent tartes nous prenant pour des pommes, le risque serait de finir par s'oublier soi-même. Mais tout d'abord, lorsqu'on parle de moule, de quoi parle-t-on ? Une question à ne pas poser à n'importe quel interlocuteur, vous en conviendrez. Selon le Larousse, c'est outre cet outil de cuisine que tout le monde connaît, le modèle imposé selon lequel on façonne quelqu'un, sa personnalité, son caractère. Or, comme nous pouvons le remarquer, la définition parle d'un modèle imposé, selon lequel on façonne quelqu'un. Un modèle imposé, alors que le sujet parle de choix délibérés, d'un engagement personnel trop poussé. Tout cela, de fait, donne au moule une image très négative, trop négative. Finalement, pourquoi toute cette rancœur à l'égard du moule ? Est-ce de sa faute si à trop vouloir lui ressembler, certains finissent par s'effacer ? N'est-ce pas simplement une erreur d'appréciation concernant sa fonction ? En effet, mesdames et messieurs, j'ai à cœur ce soir de vous démontrer que non, le moule ne doit pas être bêtement détesté et rejeté. Je considère que le moule est nécessaire, il doit simplement être regardé comme ce qu'il est, un modèle qui doit être dépassé. Parce que si chercher à rentrer dans le moule est nécessaire, et ce n'est pas négatif, mais ne pas en sortir s'avère nocif. Alors en quoi rentrer dans le moule s'avère nécessaire ? Tout d'abord, le moule est un outil qui permet d'acquérir des qualifications précises dans des domaines variés. Parce que oui, il n'y a pas qu'un seul moule, il y en a plusieurs. Qui imaginerait un médecin qui n'aurait jamais fait médecine, un avocat qui n'aurait jamais fait de droit ? C'est d'ailleurs ce pourquoi nous sommes là, nous étudiants. Nous apprenons les bases du métier. Nous arrivons dans un domaine avec ses codes, ses pratiques, ses notions, son histoire. Bref, nous arrivons dans un moule. Et j'imagine que pour la plupart d'entre nous, nous comptons bien y rentrer. Mais l'intérêt du moule ne se limite pas qu'à l'acquisition de compétences. En effet, le moule permet aussi de créer des liens sociaux sur des bases communes. Il nous apprend des usages communs, des signes de politesse qui permettent des rapports sociaux au minimum cordiaux. Le moule, c'est aussi des connaissances culturelles communes. On retrouve dans ce moule la culture dite grand public, qui, comme son nom l'indique, cherche à toucher le plus de monde, réunir autour de caractéristiques communes. Et ça marche. Il suffit d'observer le succès des grosses productions hollywoodiennes, qui, malgré la répétition du même cahier des charges tous les ans, ne cessent d'avoir du succès. Alors, même goût, même connaissance, des rapports sociaux calibrés, un monde parfait, un moule générateur du bien-être en communauté. En partie, oui, mais très vite apparaissent ses limites. En effet, il faut savoir s'en détacher, sous peine de perdre toute personnalité. Le moule a pour vertu d'unifier, de poser des bases autour de domaines déterminés, pas de rendre à chacun son unité. Le moule est fondamentalement fait pour être dépassé, non bêtement recopié. Malheureusement, la société de consommation a détourné cette fonction fondamentale du moule. Aujourd'hui, c'est banaliser la copie. La plupart d'entre nous, votre serviteur compris, ont tendance inconsciemment à s'effacer derrière cette copie. Nos besoins sont créés, uniformisés et encadrés. Et ce conformisme s'est exacerbé grâce à la publicité. Les publicitaires ne vendent plus de produits, ils vendent un mode de vie, vantant les mérites d'une exception standardisée, universalisée. Vous êtes un parmi des milliers, vous êtes le meilleur, vous êtes différent. Tous ces slogans sentent le réchauffer. Ils n'en sont pas moins faux. Ils n'en sont pas moins vrais. Non, on va éviter quand même. Un exemple des plus parlants est celui d'Apple, avec son slogan « Think different ». Pensez différemment. C'est beau, n'est-ce pas ? C'est beau, mais disons que lorsqu'on est la marque qui a vendu le plus de smartphones au monde, c'est assez ironique. On pourrait rectifier ça par
Apple, Think Different, mais comme 74,5 millions de consommateurs. Le moule qu'on nous vend est caricatural, richesse, gloire, succès, tout pour la consommation. Tout n'est que consommation à outrance. On n'achète pas des objets pour leur utilité, mais pour le plaisir de consommer. On achète des marques pour se faire voir. Du consommable sur place, ne surtout pas conservé, on veut du péremptoire, du remplaçable. C'est grave. C'est grave parce que ce phénomène de standardisation de la société n'a fait que s'accentuer. Avec l'avènement d'Internet, les normes sociales n'ont jamais été aussi imposées. La pression sociale a augmenté, la vie privée s'est résorbée. Dans cette société du trend, pas de place pour les différences. Vous devez vous plier à la tendance. Aujourd'hui, la vie privée semble n'avoir plus de sens, partagée sur tous les réseaux sociaux en quête de complaisance. Nous sommes des publicités ambulantes. Montre-moi ta vie pour que je la commente. Nous nous rencontrons par applications interposées, cachées derrière nos écrans, à nous juger mutuellement. Mademoiselle, si tu veux matcher, n'oublie pas de bien cadrer ton décolleté. Tout ceci est nocif, car toute différence est éliminatoire. Certains se retrouvent exclus, rejetés, ou pire, ignorés. Cette peur de la différence, la peur de dire non à la masse, d'oser ne pas être d'accord, cette peur de ne pas rentrer dans le moule, de ne pas être normal, cette peur qui mène au silence, elle renforce la tendance à la pensée unique. Or, sans dialogue, comment faire évoluer les idées ? Sans différence, comment faire évoluer la société ? Se produit alors un effet dangereux. À être d'accord sur tout, on ne remet rien en cause. Et la capacité à argumenter, à réfléchir par soi-même, pour soi-même, disparaît. Vous vous retrouvez avec une société composée de personnes incapables de construire leur réflexion personnelle, tellement habituées à répéter bêtement n'importe quel schéma, n'importe quel on dit, prêts à faire tout et n'importe quoi, pourvu que la majorité acquiesce. Finalement, cette tendance au tout le monde d'accord, au tout le monde pareil, elle met en avant la réelle nature du moule. C'est une base pour se déployer, non pas une fin en soi pour s'enterrer. Finalement, car à l'inverse de l'homme, le moule est impersonnel, il est neutre. Ce comportement d'écrasement au profit du plus grand nombre part pourtant d'une intention en apparence bonne. Il vise avant tout à ne blesser personne. Mais la propension écrasante à être d'accord sur tout, sans avoir d'avis personnel construit sur rien, témoigne du caractère nocif de cet enfermement. Parce qu'une société endormie dans le conformisme est vouée à l'immobilisme. Parce qu'il est dangereux de suivre aveuglément la masse. Parce que dès lors qu'on arrête de penser, alors nous perdons notre liberté. Parce que notre liberté, c'est avant tout notre libre arbitre. Alors prônons ce droit naturel à la liberté de penser, à la liberté de s'exprimer, au droit à vivre à sa manière. Prônons l'écoute de l'autre, non pas pour se conformer à sa pensée, mais pour la comprendre et lui confronter la nôtre. Parce que seuls les désaccords permettent d'avancer. Il y aura toujours quelqu'un pour vous blâmer. Après tout, comme disait Nietzsche, celui qui ne veut agir et parler qu'avec justesse finit par ne rien faire du tout. Je vous remercie.